Bienvenue à Détective éternel. Ce soir, nous entrons dans le monde tranquille du village de Miss Marple, dans le mystère de la cire à cacheter en relief. Une lettre scellée cache bien plus que des mots. Un emblème gravé laisse présager une trahison, et un secret peut coûter une vie. Vous écoutez tard le soir ou pendant votre thé du matin. Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude et laissez le mystère s'installer. Cet après-midi de juin était aussi serein que n'importe quel village d'Angleterre l'aurait souhaité un ciel dégagé. Des abeilles bourdonnant nonchalamment dans les jardins et le parfum des roses flottant par les fenêtres ouvertes du presbytère St. Mildred. Le révérend James Whitcomb et son épouse, Margaret, organisaient l'un de leurs habituels goûters, un événement à la fois modeste et chaleureux, où scones, gâteaux aux graines et bavardages animent les conversations. Parmi les invités rassemblés se trouvait l'institutrice, Mademoiselle Lydia Prowse, aux manières sévères, bien qu'adoucie aujourd'hui par son chapeau lavande, le colonel Harwood, qui aboyait toujours ses mots comme s'il commandait des troupes, Madame Effie Lyle, la maîtresse de poste, qui avait l'oreille attentive à chaque rumeur chuchotée à St. Mildred's, et dans le coin près de la fenêtre aux rideaux de dentelle, Mademoiselle Jane Marple, dont les aiguilles à tricoter cliquaient doucement, tandis qu'elle ajoutait rang après rang à une chaussette bleu pâle destinée à l'un de ses nombreux neveux. La conversation fut d'abord légère, l'annonce d'une nouvelle épicerie dans High Street, les spéculations sur la possibilité que la fête d'été donne enfin naissance à une véritable fanfare, et les murmures concernant la dernière altercation de Mademoiselle Prowse avec les administrateurs de l'école. Mais sous la surface se cachaient des tensions subtiles. Miss Marple, avec son sens de l'observation discret, remarquait toujours un regard perçant échangé entre le colonel Harwood et le vicaire lorsqu'il était question des fonds paroissiaux, les questions avides de Madame Lyle au sujet d'un visiteur aperçu à la gare et le silence prudent de la jeune Alice Pennington, fille de l'ancien notaire, assise, raide comme pour protéger un chagrin intime. C'est au moment où la théière était remplie pour la 3e fois que l'atmosphère changea. Le révérend, voulant impressionner, sortit une petite enveloppe scellée d'un élégant cachet de cire rouge. Il la brandit à l'admiration, remarquant combien il était inhabituel de recevoir une telle chose de nos jours. Une lettre des plus curieuses, dit-il en riant. Remise en main propre ce matin. Pas de nom, seulement les initiales RC gravées dans la cire. Plutôt théâtral, vous ne trouvez pas? Mais lorsqu'il l'ouvrit et jeta un coup d'œil à son contenu, son teint rougeau pâlit et sa main trembla si violemment que l'enveloppe tomba sur la table. La feuille de papier s'envola et Madame Lyle, toujours plus prompte que la bienséance ne le permettait, la ramassa. Ce qu'elle lut la laissa sans voix. Grand Dieu! Il est écrit avant la fin de cette nuit. Le jugement tombera sur les péchés de St. Mildred. Un silence s'installa, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge du presbytère. Le colonel marmonna quelque chose à propos de farces enfantines. Mademoiselle Prowse pinça les lèvres d'indignation, et le révérend tenta de le réduire à une absurdité. Mais Mademoiselle Marple, pliant tranquillement son tricot, contemplait la cire cramoisie d'un œil pensif. Elle avait vu bien des farces enfantines en son temps, mais rarement une avec une telle menace délibérée. Le soir, le village ne serait plus aussi paisible qu'il l'avait semblé cet après-midi ensoleillé. La lettre avait laissé un étrange arrière-goût lors de la réunion du presbytère. Lorsque Miss Marple retourna dans sa chaumière recouverte de lierre, le crépuscule était tombé et le village semblait étrangement agité. Le tintement des tasses de thé et le bruissement des papiers à gâteau avaient laissé place à des spéculations murmurées, chaque invité repartant avec des théories se formant aussi rapidement que les ombres s'allongeaient sur la verdure. Ainsi en était-il à St. Mildred, aucun incident, si insignifiant soit-il, n'échappe au crible des ragots. Et cet avertissement anonyme, scellé de cire rouge, n'était pas insignifiant. Au matin, toute la rue principale semblait bourdonner d'une curiosité insatiable. Madame Pryse, l'épicière, confia à haute voix à un client qu'elle avait entendu le vicaire s'effondrer à la lecture de la lettre, car il avait besoin d'aller chercher des sels parfumés au garde-manger. M. Jenkins, le cordonnier, secouait gravement la tête à qui voulait l'entendre, déclarant qu'un village aussi calme que le leur ne pouvait espérer le rester éternellement. « Croyez-moi, dit-il en frappant le cuir avec son marteau, les ennuis arrivent toujours là où on s'y attend le moins. » À la poste, Madame Effie Lyle, encore rouge de joie d'avoir été la première à lire la lettre, raconta à chaque client une version légèrement modifiée. À l'un, elle affirma que le mot annonçait un incendie, à un autre qu'il parlait de sang,
et à un troisième qui insistait pour obtenir des détails, elle insista sur le fait que la cire à cacheter était d'une teinte très particulière, proche du bordeaux, mais plus vive, comme si elle sortait tout juste d'un sceau secret. Chaque embellissement se répandit, jusqu'à ce qu'à midi, l'histoire devienne si sombre que les écoliers chuchotaient des fantômes, et que les vieillards de l'auberge murmuraient à propos de péchés enfouis depuis longtemps qui refont surface. Mademoiselle Lydia Prowse, inébranlable en matière d'autorité morale, rassembla un petit auditoire devant l'école à midi. Elle déclara que la lettre était une tentative antichrétienne de semer la peur et que le coupable devait être puni, sans toutefois préciser qui il pouvait être. Le colonel Harwood, passant à grands pas, aboya que les farceurs devaient être traités avec fermeté et laissa entendre qu'il connaissait les jeunes scélérats capables de tels méfaits. Son regard, perçant sous des sourcils hérissés, s'arrêta brièvement sur deux jeunes villageois qui flânaient, l'air coupable. Les garçons s'éparpillèrent, mais impossible de dire si c'était par culpabilité ou par peur du colonel. Pendant ce temps, Miss Marple était assise tranquillement près de sa fenêtre, son tricot mis de côté pour observer l'agitation extérieure. Elle remarqua la rapidité avec laquelle le récit de Madame Lyle prenait de l'ampleur à chaque nouvelle, l'indignation de Miss Prowse servant de bouclier à ses propres angoisses, et les fanfaronnades du colonel trahissaient un malaise personnel qu'il ne parvenait pas à masquer entièrement. La nature humaine, songea-elle, était rarement altérée par les circonstances, elle se révélait simplement plus clairement lorsqu'elle était émue, et cette lettre avait, en effet, beaucoup ému. L'après-midi, elle s'aventura dans la rue principale sous prétexte d'acheter du sucre. C'est là qu'elle rencontra la jeune Alice Pennington, la fille du notaire qui avait assisté au thé avec tant de raideur la veille. La jeune fille était pâle, les yeux cernés par la fatigue ou l'inquiétude. Elle salua poliment Miss Marple, mais ses mains tremblaient en comptant les pièces au comptoir. Interrogée sur sa santé, Alice murmura qu'elle allait plutôt bien, mais son regard se porta nerveusement vers la porte, comme si elle craignait d'être poursuivie. Miss Marple, avec sa douceur habituelle, ne posa pas d'autres questions, mais gardait ce détail pour elle comme une maille dans son tricot. Plus loin dans la rue, elle passa devant l'auberge, où un groupe d'hommes se livrait à de profondes spéculations. M. Carter, le forgeron, suggéra que la lettre pouvait être liée à de vieux griefs datant des années de guerre, à des dettes impayées ou à des promesses non tenues. Un autre villageois jura se souvenir des initiales RC, gravées sur un banc de l'église, depuis longtemps oubliées. Ces bribes de souvenirs et d'imagination se tissaient en une tapisserie de rumeurs, chaque fil illuminant l'imagination de celui qui l'écrivait. Le soir venu, le malaise s'était installé sur le village comme une brume inattendue. Les lampes furent allumées plus tôt que d'habitude, les portes verrouillées avec plus de précaution. Le vicaire, tentant de calmer ses paroissiens, annonça qu'il célébrait une brève prière le lendemain soir, afin de dissiper toute crainte et de réaffirmer l'unité de la communauté. Pourtant, cette annonce même a suscité une appréhension accrue. Pourquoi prier contre les actes de malveillance si l'on ne s'attend pas à ce qu'ils soient réels? De retour chez elle, Miss Marple s'arrêta devant son portail pour contempler l'horizon. Le ciel était strié de pourpre, un coucher de soleil spectaculaire qui semblait presque symbolique après les murmures de la journée. Elle secoua doucement la tête à cette idée. « Nous peignons nos peurs avec les couleurs que nous redoutons le plus », murmura-t-elle. Pourtant, même elle ne pouvait nier l'atmosphère d'anticipation, comme si le village lui-même retenait son souffle. Ce soir-là, on frappa à sa porte juste après le dîner. C'était Madame Lyle, les joues rouges d'importance. Elle déclara avoir découvert quelque chose de très curieux, un fragment de cire rouge, enfoncé dans le sol juste devant le bureau de poste. Elle le sortit triomphalement, le tenant dans un mouchoir. « Voilà, Miss Marple, vous êtes plus intelligente que la plupart. Qu'en pensez-vous » Miss Marple examina le fragment à la lumière de la lampe. Il s'agissait bien de cire à cacheter, mais impossible de dire si elle provenait de la lettre ou d'un colis innocent. Elle remarqua cependant que les bords portaient une empreinte particulière, comme si on les avait pressés 2 fois avec un sceau, laissant une marque floue. Elle le lui rend délicatement. « C'est une pièce intéressante, Madame Lyle, mais je ne saurais dire si elle nous apprend autre chose que l'utilisation de cire à cacheter à St. Mildred. » Madame Lyle parut déçue, puis se reprit rapidement, promettant de surveiller toute nouvelle preuve. Après son départ, Miss Marple resta assise, plongée dans ses pensées. Le fragment pouvait ne pas signifier grand-chose en soi, mais l'empressement avec lequel Madame Lyle s'en empara lui en dit long. La peur et la curiosité exerçaient de puissantes campagnes au village,
et de telles campagnes conduisent de souvent à des paroles inconsidérées ou à des actes imprudents. Les deux pouvaient être très révélateurs. Le lendemain matin, de nouveaux troubles surgirent. Un cri retentit près du cimetière, et les villageois coururent trouver M. Jenkins, le cordonnier, fixant avec horreur une pancarte épinglée au portail du cimetière. Elle portait les mêmes initiales RC, gravées à la cire cramoisie. Le papier ne portait qu'une seule ligne. Les péchés du passé réclament justice. La foule rassemblée murmurait avec inquiétude, se signant ou hochant la tête. Le colonel Harwood déclara intolérable que des fauteurs de troubles profanent un lieu saint. Mademoiselle Prowse appela aussitôt le gendarme. Miss Marple, arrivant discrètement au bord de la foule, examina la cire d'un œil attentif. L'empreinte était plus nette cette fois, délibérée plutôt que floue. Quiconque la déposait voulait être remarqué. Tandis que les villageois se hâtèrent d'aller chercher l'agent Barrow, Miss Marple songea que l'auteur de ces avertissements n'était pas seulement malicieux, mais bien intentionné. Le choix du presbytère, puis du portail de l'église, n'était pas fortuit. Il témoignait d'une connaissance approfondie de la vie et du rythme du village. Et s'il y avait une chose que Miss Marple avait apprise au fil de ses longues années d'observation, c'était que ceux qui cherchaient à effrayer les autres en révélaient souvent plus qu'ils ne le voulaient. De retour chez elle, elle s'assit à nouveau avec son tricot, le cliquetis régulier des aiguilles accompagnant ses pensées. Une tempête grondait à St. Mildred, mais restait à déterminer si elle était due à la malveillance, à la vengeance ou à la simple folie. Pour l'instant, elle allait attendre, observer, écouter, confiante que la nature humaine, dans toute sa fragilité, trahirait bientôt la vérité. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure, grave et solennelle, résonnant à travers les champs. Elle semblait porter en elle un avertissement que le village, perdu dans les ragots et les spéculations, n'était peut-être pas encore prêt à entendre. L'agent Barrow arriva au cimetière ce matin-là avec une gravité qui suggérait qu'il avait franchi une étape plus importante que ses tâches habituelles, consistant à conduire des charrettes ou à apaiser les querelles d'ivrognes à l'auberge. C'était un jeune homme encore large d'épaules mais sans expérience, et il se tenait raide, comme si le poids de l'autorité pesait lourdement sur lui. Son carnet fut sorti en grande pompe, et il demanda aux villageois rassemblés de se tenir à l'écart pendant qu'il examinait la vie sur le portail du cimetière. La foule, bien sûr, se rapprocha. Le colonel Harwood, debout, les bras croisés, grommelant que l'agent de police devait démolir immédiatement cette chose infâme. Mademoiselle Prowse déclara haut et fort qu'aucun enfant chrétien ne devrait être contraint de lire de telles paroles en entrant dans la maison de Dieu. Madame Lyle murmura à qui voulait l'entendre qu'elle avait prédit une autre lettre, et la voici. Et au milieu de tout cela, Miss Marple, discrète comme toujours, observait les moindres faits et gestes du jeune officier. Barrow plissa les yeux vers le seau de cire, griffonna dans son carnet, puis se tourna vers la foule. « Ceci, annonça-t-il, est l'œuvre d'un espiègle. Une farce, rien de plus. Je parie que ce sont des gamins du village, trop occupés et qui ont envie de faire peur. » Son ton exprimait l'assurance de quelqu'un qui espérait que la certitude masquerait l'incertitude. Le colonel Harwood acquiesça aussitôt. « Je lui ai dit moi-même hier, si on donne trop de fil à retordre aux gars, ils en feront pendre le village. Je sais que j'ai connu bien pire en Inde. » Sa moustache se hérissa comme pour donner du poids à ses paroles. Les deux villageois qui l'avaient accusé la veille étaient introuvables, même si leur absence leur servit de preuve. Mademoiselle Prowse n'était pas convaincue. « Les garçons ne peuvent pas trouver de cire à cacheter d'une telle qualité, » insista-elle, le menton levé d'indignation. Et, même s'ils le pouvaient, ils n'écriraient pas sur leurs péchés ou leurs comptes. De telles paroles émanent d'un esprit adulte, constable, d'un adulte avec de la malice au cœur. Le murmure qui suivit cette déclaration se propagea comme le vent dans les blés. Certains acquiescèrent, d'autres secouent tout la tête. Mais personne n'était totalement rassuré. La peur, une fois installée, prend vite racine. Miss Marple resta silencieuse, même si son esprit tournait tranquillement. Elle avait déjà estimé que les lettres nécessitent trop de réflexion pour de simples plaisanteries enfantines. La cire à cacheter, le choix des emplacements, les mots soigneusement choisis, tout cela trahissait une intention et non une malice. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas contredire l'agent de police sitôt. Un homme d'autorité, surtout un jeune, devrait pouvoir tirer ses conclusions, même si elles étaient erronées. Mieux valait attendre, observer comment il gérait le poids d'un problème trop lourd pour être esquissé. Lorsque le gendarme autorisa enfin le retrait de l'avis, Mademoiselle Prowse insista pour qu'il soit brûlé immédiatement. La foule se dispersa lentement,
chaque villageois emportant avec lui plus de spéculation que de certitude. Dans l'après-midi, les conversations dans la rue principale s'étaient divisées. Certains s'accrochaient à l'idée de farceur, d'autres murmuraient que la lettre annonçait une réparation pour des torts depuis longtemps oubliés. Le nom de R.C. fut prononcé avec une curiosité sourde, comme si le fait de le prononcer pouvait faire appel à l'auteur lui-même. Ce jour-là, Miss Marple fait sa promenade habituelle dans le village, s'arrêtant devant les boutiques avec politesse et un regard perçant. Chez l'épicier, elle entendit Madame Price insister sur le fait qu'elle se souvenait d'un R.C. qui avait autrefois courtisé sa sœur, bien qu'elle ne se souvienne plus de son nom de famille. Chez la modiste, 2 dames se demandaient si R.C. ne représentait pas un groupe plutôt qu'une personne, une société secrète vouée à la réforme morale. À l'auberge, elle aperçut le colonel en pleine conversation avec M. Carter, gesticulant avec agitation, la voix basse, mais son expression trahissant la frustration. C'est au bureau de poste, cependant, qu'elle remarqua quelque chose de très curieux. Alice Pennington entra avec un colis soigneusement emballé dans du papier Kraft. Elle le tendit à Madame Lyle d'un air posé et étudié, mais Miss Marple ne manqua pas le léger tremblement de sa main. Lorsque la postière lui demanda si le contenu était fragile, Alice répondit trop vite « Non, pas du tout », bien que ses yeux se soient posés sur le colis, comme pour en garder le secret. Miss Marple, ramassant sa modeste lettre, ne dit rien, mais elle conserva l'impression d'une jeune fille sous tension, difficilement explicable par la nervosité de la jeunesse. Pendant ce temps, le gendarme effectuait sa ronde avec un sérieux qui confinait presque à la pompe. Il s'arrêtait aux chaumières, interrogeait les villageois et écrivait furieusement dans son carnet. Le soir, il annonça au révérend qu'il soupçonnait que les lettres étaient bel et bien l'œuvre de jeunes malicieux. « Je les ferai nommer sous peu », déclaratif. « Croyez-moi, monsieur, nous ne reverrons plus ces absurdités. » Le révérend, bien que soulagé par une telle assurance, ne parvenait pas à dissiper entièrement son malaise. Lorsque Miss Marple lui rendit visite ce soir-là, elle le trouva arpentant son bureau, la lettre du presbytère toujours dans un tiroir. « Ce n'est peut-être rien, dit-il, bien que sa voix manquait de conviction. Mais pourquoi m'écrire? Pourquoi choisir ma maison? Et le cimetière, entre tous? Si c'est un méfait, c'est cruellement choisi. » Miss Marple l'écouta avec bienveillance, lui offrant du thé et de douces paroles rassurantes. Pourtant, son regard s'attarda sur la lettre lorsqu'il la repoussa. Elle remarqua de nouveau la netteté du cachet, le choix minutieux des mots. Non pas le gribouillage négligent des garçons, mais quelque chose de précis, de délibéré. Elle rangea cette observation car ce n'était pas encore le moment de parler. Cette nuit-là, le village fut de nouveau agité. Bien que l'agent Barrow les ait assurés que tout allait bien, les portes étaient verrouillées, les fenêtres fermées et les rideaux tirés plus tôt que d'habitude. Dans les salons et les cuisines, les murmures allaient bon train. Était-il vrai que le vicaire s'était autrefois disputé avec le colonel au sujet des comptes de la paroisse? Madame Lyle elle-même ne s'était-elle pas brouillée avec l'associé de son défunt mari, mystérieusement disparu des années auparavant? Et n'était-il pas étrange que Alice Pennington, avec son chagrin discret et son regard vigilant, semblait à jamais éloignée des rires de la jeunesse? Chaque rumeur grandissait, nourrie par la peur et l'imagination, jusqu'à ce que vérité et invention se confondent au point de devenir indiscernables. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, réfléchissait profondément. Le village dansait au rythme d'une main invisible, et elle savait depuis longtemps que ceux qui jouent de tels airs commettent souvent des erreurs. Le motif commençait à se dessiner, même s'il était faible. La nature humaine est la plus complaisante. Elle se révèle toujours avec le temps. Juste avant de se coucher, elle sortit pour verrouiller le portail de son jardin. La nuit était calme, l'air frais, imprégné du parfum du chèvrefeuille. Pourtant, dans ce silence, elle sentit une tension, comme si le village attendait quelque chose de plus. Elle resta un moment à écouter. Un hibou ulule au loin dans les bois. Quelque part, une porte se referma brusquement, puis le silence revint. Elle entra, l'air pensif. Demain, elle parlerait encore, elle s'interrogeait encore. Peut-être même recevrait-elle une autre lettre. Et quand elle arriverait, elle se disait qu'elle serait prête à remarquer ce que les autres ne remarqueraient pas. L'enquête de l'agent Barrow prit un essor soudain le 3e matin, non pas grâce à son intelligence. C'est plutôt Madame Effie Lyle qui lui fournit ce qu'elle prétend être un indice crucial. Se présentant au chalet de l'agent, elle annonça avoir aperçu 2 garçons, Tommy Briggs et Alfred Jones, flânant près du cimetière la veille de la publication de l'avis.
Selon elle, il chuchotait, riait et se comportait avec le comportement coupable de jeunes gens qui préparaient un mauvais coup. Ceci, déclara-t-elle avec certitude, était une preuve suffisante qu'ils étaient hors les coupables. Barrow, qui s'inquiétait intérieurement de son manque de progrès, saisit l'information comme un noyé agrippé à une corde. En milieu de matinée, il avait convoqué les garçons et leurs mères inquiètes à l'école, qu'il avait empruntée pour l'occasion. Les villageois se rassemblèrent dehors, écoutant avec un intérêt à peine dissimulé. Le son des jeunes voix protestant de leur innocence résonnait par les fenêtres ouvertes, se mêlant au cliquetis des tableaux noirs et au craquement des bancs. À l'intérieur, les garçons ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient rien fait de plus que de se mettre au défi, de grimper à l'exploit qu'ils avaient abandonné lorsque Tommy avait glissé et déchiré son pantalon. Leur mère corrobore le récit, même si leur propre nervosité trahissait leur incertitude. Madame Briggs se tordait les mains, craignant la disgrâce. Madame Jones, raide, se tenait là, provocatrice, le regard fixé sur l'agent comme pour le mettre au défi de porter plainte. Barrow, sentant la sympathie de la foule se tourner vers les garçons, tenta de reprendre autorité. « La cire à cacheter et les belles paroles ne viennent pas toutes seules, » déclara-t-il en tapotant la table du crayon. « Vous vous êtes mêlés de vos affaires, les gars. Admettez-le, et nous verrons à ce que cela soit réglé sans plus de chichi. » Mais les garçons secouèrent la tête avec véhémence. Alfred, les joues rouges de colère, s'exclama. « On ne sait même pas ce qu'est la cire à cacheter. Demandez au magasin si on en a déjà acheté, mais non, on vous le jure, monsieur. » Cela fut accueilli par un murmure d'approbation parmi les spectateurs. Nombreux furent ceux qui trouvèrent la perplexité des garçons trop sincères pour être fins. Le colonel Harwood, cependant, hurla depuis le fond que les jeunes scélérats nient toujours les méfaits. Mademoiselle Prowse acquiesça avec une autorité magistrale, déclarant les deux hommes coupables de négligence morale, même s'ils n'avaient pas écrit les lettres. D'autres encore secouèrent la tête, murmurant que le policier cherchait une réponse facile à une question bien plus sombre. Miss Marple, discrètement, assise sur le côté, observait tout de ses yeux bleus perçants. Elle remarqua l'indignation des enfants, l'anxiété des mères et les allégeances changeantes des villageois. Surtout, elle observa l'empressement du colonel à condamner et le zèle de Miss Prowse à moraliser. Un tel empressement, elle le savait, était souvent motivé par l'autodéfense. Accuser rapidement, c'était détourner les soupçons. Elle rangea cette pensée discrètement, comme un point délicat dans un motif complexe. Finalement, incapable d'obtenir des aveux des garçons, Barrow les congédia avec un avertissement sévère. « Si jamais il y a encore un de ces billets, remarquez, dit-il, je saurai qui aller chercher. » Les mères accompagnèrent leur fils dehors, la tête haute, même si des rumeurs les suivaient dans la rue principale. L'incident avait fourni au moins une journée de ragots, et St. Mildred's bourdonnait de nouvelles spéculations. Pour beaucoup, l'affaire était réglée, les garçons étaient coupables, et l'affaire classée. Pourtant, Miss Marple restait sceptique. Le libellé des lettres, leur placement délibéré, leur taille cramoisie, tout évoquait la main d'un adulte. Les enfants pouvaient griffonner des dessins grossiers ou faire des farces à la craie, mais ils n'écrivaient pas de péché implorant réparation. C'était le langage de la rancune, de quelqu'un cherchant plus que le rire des villageois effrayés, quelqu'un avec un but. Ce soir-là, elle rend discrètement visite à Alice Pennington. La petite maison de la jeune fille, héritée de son défunt père, se dressait à l'orée du village, le lierre grimpant au mur et les volets tirés. Alice la reçut poliment, malgré une lueur de surprise. À l'intérieur, les pièces dégageaient un air de négligence, comme si le chagrin avait privé la jeune fille de son énergie pour les tâches ménagères. Des livres étaient empilés en désordre, des papiers éparpillés sur le bureau. Le regard de Miss Marple s'attarda brièvement sur un petit seau en laiton posé à côté d'un encrier, sans toutefois faire de remarques. Elles prirent le thé ensemble, Alice servant le thé d'une main tremblante. Miss Marple parla doucement des jardins, du temps et de l'agitation de la Grand-Rue, apaisant la tension de la jeune fille. Finalement, elle dit « Ça doit être difficile, ma chère, de se débrouiller seule depuis le décès de ton père. Une maison peut parfois sembler bien vide. » Les yeux d'Alice s'emplirent soudain de larmes. « C'est vide, Miss Marple. Trop vide. Parfois, j'ai l'impression que les murs eux-mêmes murmurent des choses que j'ignore. » Elle s'interrompit, gênée par son emportement, et s'occupa à plier une serviette. Miss Marple posa une main bienveillante sur la sienne, sans rien demander de plus. Pourtant, elle se souvenait de ce moment, en évaluant sa signification. La jeune fille était troublée, certes, mais c'était à cause des lettres mystérieuses ou,
D'un fardeau personnel, ce n'était pas encore clair. Pendant ce temps, le gendarme continuait de claironner sa théorie des bêtises des garçons. À l'auberge ce soir-là, il assura à ses auditeurs que l'affaire était presque résolue. « Donnez-moi un jour ou deux, dit-il, et vous ne verrez plus de bêtises accrochées aux portes. » Pourtant, sa vantardise était creuse, et plus d'un villageois se demanda à voix haute pourquoi, si les garçons étaient coupables, il n'y avait pas eu d'aveu. Le colonel but longuement, claquant son verre avec une maladresse inhabituelle. « Écoutez-moi bien, grommela-t-il, cette affaire finira mal si nous ne les arrêtons pas. » Son visage, rouge de plus que de la bière, trahissait une tension qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Mademoiselle Prowse, assise à côté, l'air sage, secoua la tête et parla du déclin des mœurs chez la jeune génération. Madame Lyle se pencha par-dessus la table, impatiente de fournir de nouveaux détails sur sa découverte du fragment de cire, bien que la plupart l'aient déjà entendu à plusieurs reprises. Devant l'auberge, Miss Marple s'arrêta à la lueur de la lanterne, observant les villageois se disperser dans la nuit. Elle entendit des bribes de conversation, de suspicion, de déni se tisser ensemble pour former une tension qui semblait envelopper le village. Elle le sentait se resserrer, comme si elle attendait que la main qui avait établi ce schéma tire un autre fil. Elle ne s'était pas trompée. Car le lendemain matin, alors que la cloche de l'église sonnait 8 heures, une autre lettre fut trouvée. Celle-ci était épinglée non pas au presbytère ni au portail du cimetière, mais à la porte de l'auberge elle-même. La cire cramoisie brillait sur le bois sombre, les initiales R.C. apposées avec une netteté saisissante. Le message était plus long que le précédent. On boit, on rit, on se dispute, et pourtant le passé n'est pas oublié. La justice attend, même si l'on prétend le contraire. Ce soir, il faudra payer. L'aubergiste, blême, la démolit aussitôt, mais pas avant que la moitié du village ne l'ait vue. La peur la saisit à nouveau. Madame Lyle courut, essoufflée, répandre l'histoire, l'enjoliveur à chaque récit. Le colonel Harwood tonna c'était un outrage. L'agent Barrow, accablé par sa certitude, fanfaronna que les garçons devaient s'être enhardis. Mais les villageois, à la lecture des lignes solennelles de la lettre, en étaient moins sûrs. Elle semblait trop grave, trop incisive, pour une malice enfantine. Les regards se tournèrent vers les voisins, vers de vieilles querelles murmurées mais jamais avouées. Miss Marple, debout à l'arrière-plan, remarqua avec une clarté sereine le flot de peur et de suspicion. Le véritable coupable resserrait l'étau, attirait l'attention vers l'intérieur, forçait le village à se regarder en face. C'était, pensait-elle, un jeu des plus dangereux, car la peur pouvait pousser hommes et femmes à des actes irréfléchis, et ces actes irréfléchis menaient souvent à la tragédie. En rentrant chez elle, son sac à tricot au bras, elle réfléchit tranquillement le temps des canulars était révolu. La nature humaine finira par s'exprimer, comme toujours, et ce ne sera pas dans le rire, mais dans les larmes. La découverte de la dernière lettre par l'aubergiste répandit un malaise à Sainte Mildred, qu'aucun commérage joyeux ne put dissiper. Car si les mots eux-mêmes étaient de vagues évocations de justice, du passé, sans oublier la spécificité de la menace ce soir, il faudra payer. Même les plus sceptiques étaient incapables de l'ignorer. La peur n'était plus le fruit du fantasme, elle était partagée par tous, murmurée dans chaque boutique, murmurée à chaque porte. L'agent Barrow s'efforçait de garder un air d'autorité, mais sa voix le trahissait lorsqu'il s'adressa aux villageois rassemblés devant l'auberge. Ce n'est rien d'autre que la même malice qu'auparavant, des paroles creuses, destinées à effrayer. Je ne veux pas que toute la paroisse soit sur les nerfs. Pourtant, tout en parlant, son regard glissait nerveusement vers la cire cramoisie, luisante au soleil matinal. Il déchira la vie avec plus de force que nécessaire et le fourra dans sa poche, comme si en le cachant, il pouvait en effacer le sens. Miss Marple, debout à proximité, observait les joues rouges du policier et le tremblement de ses mains. C'était un jeune homme qui jouait un rôle trop grand pour lui. Ce n'était pas sa faute, peu d'hommes de son âge pouvaient gérer une affaire aussi délicate. Mais son empressement à balayer l'affaire du revers de la main, à imposer une réponse simple à une énigme complexe, la troublait. La nature humaine était rarement assez complaisante pour s'adapter parfaitement aux explications officielles. Cet après-midi-là, Miss Marple fit une promenade tranquille vers la sortie du village, là où le cimetière descendait vers la prairie. Elle s'arrêta près du portail où la lettre précédente avait été épinglée. Son regard perçant scruta les boiseries, notant des rayures là où les punaises avaient mordu profondément. Pourtant, ce ne furent pas les rayures qui attirèrent son attention, mais une légère trace juste en dessous, un résidu de cire, à peine visible,
qui accrochait la lumière d'une manière étrange. Elle se pencha, sortit un petit mouchoir de sa poche et le toucha légèrement. Lorsqu'elle le retira, elle découvrit une tache de cire qui n'était pas du tout cramoisie, mais brune. Elle resta immobile, réfléchissant. Le fragment que Madame Lyle avait découvert devant le bureau de poste, ainsi que les cachets des lettres, étaient tous d'un rouge vif. Pourtant, il y avait une trace d'une autre couleur, un brun tout à fait uni, celle couramment utilisée pour sceller les colis domestiques. Était-il possible que le même cachet ait été utilisé avec des bâtons de cire différents, ou que la vie ait été collée sur une cire utilisée auparavant, depuis longtemps oubliée? La seconde hypothèse semblait improbable. Peu de villageois utilisèrent de la cire à cacheter de nos jours, et encore moins au portail d'un cimetière. Elle rangea soigneusement son mouchoir et reprit sa promenade. C'était un détail, facilement négligé, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que les petites choses étaient rarement sans importance. La cire brune suggérait non pas un effet dramatique, mais une utilité. Et l'utilité, elle le savait, était plus souvent réservée aux ménages où la correspondance était encore formelle, ou aux commerçants aux habitudes désuètes. Ses pensées revinrent, sans y être invitée, à la maison d'Alice Pennington. Elle se souvint du seau de laiton posé près de l'encrier, des papiers éparpillés, des mains nerveuses de la jeune fille. Ce n'était une preuve de rien, mais cela suffisait à donner envie à Miss Marple d'en savoir plus sur les lettres qu'Alice avait écrites ou reçues. Le lendemain matin, au bureau de poste, elle s'attarda pendant que Madame Lyle sort le courrier. Avec l'air enjoué d'une personne discutant oisivement, elle remarqua « Ça doit être curieux, Madame Lyle, de manipuler des lettres pour tout le village. On voit tant de mains, tant de cachets, tant de petites bizarreries. » Madame Lyle, flattée, se lança dans un long récit de ses observations, le gribouillage négligé des factures de M. Carter, l'écriture délicate de la correspondance de Mlle Prowse avec une cousine de Bath, la rareté avec laquelle le colonel Harwood recevait une lettre. Et quant à la pauvre Mlle Pennington, ajouta-elle en baissant dramatiquement la voix, pourquoi envoie-t-elle des colis et des lettres presque chaque semaine ces derniers mois, toujours soigneusement emballées, toujours scellées? Plutôt inhabituel, vous ne trouvez pas, pour une jeune fille seule? Miss Marple se contenta de sourire. Cela devait lui donner un sens de l'ordre, dit-elle doucement. Pourtant, son esprit s'attardait sur les détails. Des lettres régulières signifiaient un but précis, et un but si soigneusement caché pouvait peser lourd sur les nerfs d'une jeune femme. Le soir même, un événement curieux perturba encore davantage le village. On vit le colonel Harwood arpenter la grande rue d'un pas furieux, le visage rouge, marmonnant d'une voix sombre des propos de chantage. Il ignora ceux qui l'interpellaient et disparut chez lui avec la force d'un homme claquant la porte sur des pensées importunes. Le lendemain matin, il était de retour à l'auberge, ses fanfaronnades renouvelées, déclarant haut et fort que le coupable devait être retrouvé et puni sans pitié. Sa véhémence était trop forte, trop acerbe, pour n'être que de l'indignation. Aux yeux de Miss Marple, elle s'apparente à de la peur. Ce n'est que plus tard dans la journée que l'indice caché se révéla plus, complètement. En passant devant le presbytère, elle remarqua le révérend debout à la grille, les yeux fixés sur quelque chose dans sa main. Il la salua distraitement, puis lui montra un petit objet trouvé sur le chemin de gravier, une fine bande de papier, grossièrement arrachée de la marge d'une feuille plus grande. On y lisait une tache de cire cramoisie, à moitié formée en forme de seau. Miss Marple l'examina attentivement. Le papier lui-même était banal, du papier à lettres ordinaires, comme ceux vendus à l'épicerie du village. Mais le cachet, l'empreinte des initiales RC était flou, incomplet. Quelqu'un avait manifestement essayé d'apposer le cachet, l'avait trouvé insatisfaisant et l'avait jeté. Le fait qu'il ait été retrouvé sur le chemin du presbytère, là où la première lettre avait été déposée, était significatif. Cela suggérait que l'auteur s'y était attardé suffisamment longtemps pour s'exercer au cachet, peut-être même à plusieurs reprises. Elle le lui rend d'un air pensif. C'est étrange, n'est-ce pas, comme les gens se livrent même à des bêtises. On pourrait croire que la bêtise était spontanée, mais elle est souvent aussi délibérée que l'écriture d'un sermon. Le révérend parvint à esquisser un sourire pâle, mais il semblait troublé. Miss Marple, quant à elle, conservait précieusement ce fait dans sa mémoire. Le sceau flou évoquait la vanité, ou peut-être la nervosité. L'auteur souhaitait que la marque soit parfaite, qu'elle impose son autorité. Ce n'était pas l'acte d'un farceur imprudent, c'était celui de quelqu'un qui avait besoin d'être cru. Ce soir-là, assise près du feu avec son tricot, Miss Marple examina les pièces, la cire brune du cimetière,
l'habitude d'Alice Pennington de sceller les lettres, les propos soudains du colonel sur le chantage, et maintenant un sot d'essai abandonné à la porte du presbytère. Chaque détail était insignifiant, presque insignifiant. Pourtant, ensemble, ils suggèrent un modèle qui ne témoignait pas de main oisive, mais d'un esprit déterminé tissant une toile de peur. Le village, cependant, restait aveugle à ces subtilités. Les rumeurs devenaient de plus en plus folles. Certains murmuraient à propos d'esprits vengeurs, d'autres murmuraient des secrets de guerre. Quelques-uns s'accrochaient à l'idée de garçons espiègles, bien que moins nombreux qu'auparavant. La peur s'était enracinée, et la peur nourrissait l'invention. Miss Marple, toujours patiente, savait que la vérité éclaterait, mais elle savait aussi que le danger grandissait. Qui que soit l'auteur de ces lettres, il s'intensifie, chaque message étant plus sombre que le précédent, et ceux qui s'intensifient s'arrêtent rarement aux mots. Alors qu'elle posait son tricot et se préparait à aller au lit, elle murmura « Il y aura une autre lettre, et quand elle arrivera, elle m'en dira plus que toutes les autres. » Son intuition, comme toujours, était juste, car déjà à ce moment-là, quelque part dans le village, on fondait de la cire à cacheter, on pressait soigneusement un seau en gouttelettes cramoisies, et un autre message se préparait, celui qui rapprochait le mystère de son cœur dangereux. L'arrivée d'une énième lettre, épinglée effrontément à l'auberge, avait bouleversé le fragile équilibre de la vie du village. Il ne s'agissait plus de simples ragots échangés autour des comptoirs et des murs du jardin. C'était devenu personnel. De vieux griefs, autrefois enfouis sous des couches de civilité, recommencèrent à ressurgir comme des mauvaises herbes qui percent le sol. Les mots des avis du passé, les attentes de justice, s'imprimèrent dans tous les esprits, invitant chaque villageois à se demander si l'accusation le visait vraiment. La première confrontation ouverte eut lieu à la salle paroissiale, où un comité se réunissait pour discuter des préparatifs de la fête d'été. D'habitude, ces réunions étaient calmes, les discussions se limitant aux couleurs des banderoles ou à l'autorisation d'un cocotier. Mais ce soir-là, les esprits étaient à vif. Le colonel Harwood, le visage rouge et tonitruant, accusa Madame Lyle d'attiser la panique avec ses ragots. « Vous avez fait trembler la moitié de la paroisse avec vos histoires », tonna-t-il en frappant du poing sur la table. « Si les gens ont peur, c'est parce que vous ne vous taisez pas. » Madame Lyle, loin d'être intimidée, se leva. « Et si les gens murmurent des péchés, colonel, ce n'est pas moi qui les ai semés. Certains d'entre nous ont peut-être plus de raison que d'autres de trembler à l'idée de justice. » La salle resta bouche bée devant l'audace de ces paroles, car insinuer que le colonel lui-même pouvait avoir un passé trouble n'était pas rien. Mademoiselle Prowse intervint aussitôt avec une insistance stridente, affirmant que de tels propos étaient inconvenants, mais le mal était fait. Les regards s'étaient déjà tournés vers le colonel, dont la carrière militaire, bien qu'honorable selon les archives officielles, comportait, selon la rumeur, des épisodes moins courageux. Il fusilla Madame Lyle du regard avec une telle force qu'elle se renversa sur sa chaise, le menton toujours haut et provocateur. Pendant ce temps, Alice Pennington était assise en silence au bout de la table, les mains jointes sur ses genoux. Elle semblait déterminée à disparaître, les yeux fixés sur le plancher. Miss Marple, assise au calme, observait la pâleur de la jeune fille avec inquiétude. Le silence, elle le savait, pouvait être aussi éloquent que les mots. Le retrait d'Alice n'était pas celui d'une jeune fille indifférente aux querelles de village, c'était celui de quelqu'un qui craignait d'être découvert. Le lendemain matin, une nouvelle vague d'émotions parcourut High Street. M. Carter, le forgeron, prétendit avoir reçu une enveloppe glissée sous sa porte pendant la nuit. Contrairement aux avis publics, cette lettre lui était adressée personnellement. Il la lut à voix haute à la forge, devant une petite assemblée. « Vous avez conclu un marché dans l'obscurité, mais la dette demeure. Repentez-vous, ou tout sera connu. » Sa main tremblait en tenant le papier, bien qu'il tentât de le masquer sous des fanfaronnades. Il insista sur le fait que c'était une absurdité, une tentative d'effrayer les honnêtes commerçants. Pourtant, Miss Marple vit la sueur perler sur son front, le malaise dans ses yeux. Les honnêtes commerçants ne transpirent pas aussi librement lorsqu'on les accuse de rien en particulier. La nouvelle de la lettre de Carter se répandit à la vitesse d'une traînée de poudre. Si un villageois pouvait être identifié, un autre le pouvait aussi. Il ne s'agissait plus d'une simple curiosité, mais d'un danger personnel. Chaque homme et chaque femme se mirent à regarder par-dessus leur épaule, se demandant quelle accusation pourrait être ensuite épinglée ou glissée sous leur porte. Ce soir-là, alors que Miss Marple revenait d'une visite chez l'épouse du révérend,
elle passa devant le cottage d'Alice. À travers les rideaux fins, elle aperçut une lumière encore allumée malgré l'heure tardive. Une ombre traversa la pièce, Alice, en faisant les 100 pas. Sur le bureau près de la fenêtre, Miss Marple crut apercevoir l'éclat d'un objet métallique, peut-être le petit seau en laiton qu'elle avait remarqué auparavant. Elle ne s'attarda pas, mais emporta l'image chez elle, l'intégrant au tissu de ses pensées. Le lendemain, une nouvelle confrontation éclata, cette fois entre Mademoiselle Prowse et M. Carter. À la boulangerie, devant une file de villageois, Mademoiselle Prowse l'accusa ouvertement de malhonnêteté. « Nous savons tous que vous avez déjà escroqué des gens, Carter, dit-elle sèchement. Maintenant, il semble que la vérité vous est trouvée. » Carter, furieuse, rétorqua qu'elle était une vieille fille amère qui se nourrissait de malveillance. La querelle aurait pu dégénérer en bagarre si d'autres n'étaient pas intervenus. Mais la vue de villageois respectables criant dans la rue en ébranla plus d'un. Les lettres faisaient plus qu'effrayer, elles relâchent les liens fragiles de la civilité. L'agent Barrow, bien que toujours accroché à sa théorie des garçons malicieux, fut finalement contraint d'admettre que l'affaire avait pris de l'ampleur. Il convoqua à nouveau plusieurs villageois à l'école, espérant rétablir l'ordre. Mais ses efforts furent sapés par sa propre incertitude. Chaque fois qu'il déclarait l'affaire presque résolue, une nouvelle lettre apparaissait, se moquant de son autorité. Ses notes devenaient plus lourdes, son ton plus cassant. En privé, il avoua au révérend qu'il craignait que ces lettres ne mènent à la violence. Les gens se retournent les uns contre les autres, marmonna-t-il, et je ne sais pas comment y mettre fin. Miss Marple, qui écoutait, tranquillement, parla alors avec sa douceur habituelle. La violence naît souvent par les mots, constable, et les mots, une fois perdus, ne se retrouvent pas facilement. Mais ne considérez pas cela comme une simple malice. C'est quelque chose dont l'objectif est ancré dans le passé. Barrow fronça les sourcils, refusant d'abandonner sa théorie plus simple, mais il ne pouvait nier la sagesse de ses paroles. Il promit sans conviction d'approfondir la question. Cette nuit-là, le village tremblait de frénésie. Les lampes s'éteignirent tôt, les portes barricadées. Pourtant, le malaise ne pouvait être écarté. Des murmures s'insinuent dans l'obscurité tels des esprits agités. Dans plus d'un foyer, de vieilles querelles reprirent un olas sous forme de disputes feutrées, de dettes impayées, de trahisons non dites, d'affrontements jamais oubliés. Les lettres avaient rouvert des plaies que le temps n'avait qu'à moitié cicatrisées. C'est alors, dans ce silence gêné, que le nouveau rebondissement se produisit. Car, à l'aube, la cloche de Sainte Mildred sonna, non pas son carillon matinal habituel, mais une sonnerie frénétique qui rassembla les villageois au cimetière. Là, sur le chemin de gravier près du portail du cimetière, gisait M. Carter, le forgeron, immobile, pâle et sans vie. À côté de lui, clouée au sol par un clou rouillé, flottait une autre lettre scellée à la cire rouge. Ces mots étaient clairs, on a payé. D'autres suivront. Un halètement parcourut la foule, suivi de cris d'horreur. L'agent Barrow s'avança, le visage blême, aboyant des ordres que personne n'obéissait. Madame Lyle s'évanouit dans les bras d'une voisine. Mademoiselle Prowse fit le signe de la croix avec ferveur. Le colonel Harwood se tenait raide, la mâchoire serrée, les yeux rivés comme pour fuir. Et Alice Pennington, tirée hors de sa chaumière par le coup de cloche, se détourna vivement, se couvrant la bouche comme pour étouffer un sanglot. Miss Marple, arrivant discrètement à l'écart du rassemblement, observa la scène avec un calme grave. Le schéma qu'elle craignait s'était réalisé. Les lettres étaient passées des menaces à l'action. La cire cramoisie n'était plus annonciatrice de malice, mais le sceau de la mort. Elle se pencha pour examiner le papier, son regard perçant s'attardant sur l'empreinte de RC. Pour la première fois, elle remarqua un minuscule défaut au bord du sceau, une entaille suggérant que le timbre lui-même était légèrement endommagé. C'était le genre d'imperfection que personne d'autre ne verrait, et pourtant, pour elle, elle en disait long. Se redressant, elle observa les visages accablés de ses voisins. La peur s'était transformée en terreur, et la terreur délirait plus de langue que la curiosité. Des secrets longtemps enfouis seraient révélés, volontairement ou sous la pression du soupçon. Et alors, elle le savait, le véritable auteur de cette sinistre campagne serait révélé, non par la cire ou le papier, mais par les empreintes indélébiles de la nature humaine. La mort de M. Carter transforma l'atmosphère de Sainte Mildred, passant du malaise à la terreur. Jusque-là, les lettres étaient menaçantes, même si elles semblaient n'être que menaces et murmures. Mais à présent, un homme gisait mort, sa vie scellée par la scie cramoisie.
Le village avait franchi une ligne sans retour. L'agent Barrow tente de rétablir l'ordre. Il demande aux villageois de rester calmes, d'éviter les spéculations inconsidérées et de le laisser mener une enquête sérieuse. Pourtant, sa voix tremblait tandis qu'il parlait, et la vue du corps sans vie de Carter trahissait ses promesses. Le corps est transporté aux écuries de l'auberge, déposé respectueusement sur un cercueil, mais les villageois ne purent bien se défaire de l'image de Carter étendue sur le chemin de gravier, la lettre épinglée à côté de lui, telle une carte de visite grotesque. Cet après-midi-là, Barrow convoque plusieurs personnalités du village au presbytère. Le révérend, pâle et bouleversé, proposa son bureau comme lieu de rencontre. Le colonel Harwood arriva le premier, raide et provocateur, insistant sur le fait que l'affaire devait être traitée comme un meurtre commis par un ou plusieurs inconnus. Mademoiselle Prowse le suivit, indignée que quiconque ait pu suggérer que les lettres étaient au plus qu'un simple méfait jusqu'à présent. Madame Lyle arriva, essoufflée par sa suffisance, impatiente de partager toutes les rumeurs qu'elle avait recueillies. Enfin, Alice Pennington entra discrètement, les yeux baissés, sa silhouette pâle se détachant sur le bois sombre du bureau du vicaire. Barrow s'éclaircit la gorge. « Je dois poser la question franchement. Quelqu'un a-t-il connaissance de querelles que M. Carter aurait pu avoir? Dettes, disputes, inimitiés. » Un lourd silence s'ensuivit. Finalement, Madame Lyle déclara « Ce n'était pas un homme universellement admiré. Il y avait des discussions. Mais je ne voudrais pas dire du mal des morts. » Le colonel Harwood renifla. « Si vous insinuez que Carter était malhonnête, dites-le franchement. La moitié du village sait qu'il demandait plus cher que son travail. » Et certains d'entre nous s'interrompirent brusquement, comme s'ils se souvenaient d'eux-mêmes. Sa mâchoire se serra. Certains d'entre nous lui avaient peut-être déjà parlé. Miss Prowse joignit les mains pieusement. Le pauvre homme avait peut-être péché, mais il avait été frappé de la sorte. C'est un jugement pour nous tous. Elle lança un regard significatif à Alice qui tressaillit comme frappée. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, remarqua la réaction, mais ne dit rien. Barrow a tenté de prendre le contrôle. Il faut se demander si la mort de M. Carter résultait d'une crise d'épilepsie naturelle plutôt que d'un meurtre. La lettre a peut-être été placée à côté de lui pour faire croire le contraire. Cette suggestion fut accueillie avec incrédulité. « Absurde !» s'exclama Madame Lyle. Son visage était pâle comme la mort, son corps raide. « Je sais à quoi ressemble une crise cardiaque, et ce n'en était pas une. Il a été assassiné à Jean, et nous le savons tous. » Le mot meurtre flottait dans l'air comme une malédiction. Miss Marple, sans contredire Madame Lyle, réfléchissait tranquillement. La mort se présentait sous de multiples formes, et la vérité était rarement aussi simple. Mais elle partageait l'instinct qui se cachait derrière ce mot. Ce n'était pas un hasard, c'était une intention. Ce soir-là, tandis que les villageois se rassemblent en groupe anxieux, une nouvelle rumeur se répandit. Carter avait été victime de chantage. Personne ne savait par qui, mais l'histoire prenait de l'ampleur à chaque fois. Certains jurent qu'il avait escroqué un fournisseur des années auparavant. D'autres affirmaient qu'il avait reçu de l'argent pendant la guerre pour un travail jamais effectué. À la tombée de la nuit, il était généralement admis que Carter avait des secrets et que quelqu'un avait cherché à le réduire au silence. Les lettres n'étaient plus de simples avertissements. Elles annonçaient des crimes cachés. Miss Marple, de retour à son cottage, s'arrêta devant son portail. L'air était frais, le ciel dégagé, et pourtant elle sentait la terreur peser sur le village. Elle entra discrètement, alluma sa lampe et posa son tricot sur ses genoux. Tandis qu'elle travaillait les aiguilles, son esprit se remémora un détail que d'autres avaient négligé, le défaut du sceau qu'elle avait remarqué sur la dernière lettre. Une minuscule entaille, trahissant un sceau abîmé. Cette imperfection marquerait chaque empreinte, les liant comme une signature. Celui qui détenait le sceau détenait la vérité. Le lendemain apporta un tournant inattendu. Sur la porte de l'église, à la vue de tous, une autre lettre apparut. Mais celle-ci était différente. Au lieu de menaces, elle niait que je sois le meurtrier. Mon objectif était la justice, pas le sang. Quelqu'un d'autre s'est emparé de mes avertissements à ses propres fins. Les villageois fixèrent de ces mots avec confusion. Étaient-ce deux mains à l'œuvre, l'une écrivant des lettres, l'autre commettant un meurtre sous leur ombre? L'agent Barrow murmura que c'était une ruse pour tromper. Mais Miss Marple plissa les yeux. Le ton était effectivement menaçant, presque défensif. C'était un changement curieux, qui lui révélait une intention partagée. À midi, des factions s'étaient formées. Certains déclarent l'auteur des lettres innocente.
un prophète injustement accusé. D'autres insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une tromperie délibérée, une manière de semer la confusion. Les accusations fusent. Le colonel, le visage rouge, pointe Alice du doigt, murmurant secrets et comportements suspects. Mademoiselle Prowse insinua sombrement que certaines femmes du village correspondaient trop souvent avec des inconnus. Madame Lyle insista sur le fait que le colonel lui-même était la véritable cible, se rappelant les rumeurs de chantage qu'elle avait si hardiment évoquées plus tôt. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à Margaret Whitcomb, l'épouse du vicaire, qui était devenue pâle et inquiète. Autour du thé, Margaret lui avoue sa crainte de voir le village s'effondrer. « Nous sommes tous à couteau tiré, Miss Marple, et James craint une nouvelle tragédie si cela continue. Je ne peux m'empêcher de me demander si l'avertissement était vrai, et si notre village était véritablement hanté par ses péchés passés. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Ma chère, chaque village est hanté par son passé. La nature humaine est partout la même ressentiment, envie, folie. Mais une hantise tue rarement. Ce sont les gens qui font ça. » Elle sourit doucement, malgré son regard grave. Et les gens, une fois compris, sont rarement aussi mystérieux qu'ils le paraissent. Ce soir-là, un petit rassemblement se forma à l'auberge malgré la peur. Peut-être était-ce le besoin de compagnie, peut-être le faux courage de l'alcool, mais les langues se délièrent. Le colonel Harwood, rouge de bière, fustigea les lâches qui se cachaient derrière des lettres. Il déclara qu'il dénoncerait lui-même le coupable si le gendarme n'y parvenait pas. Mademoiselle Prowse, figée par la désapprobation, l'accusa d'avoir provoqué les choses par son humeur. Madame Lyle voltigeait entre les groupes, apportant des histoires comme du petit bois au feu. Et dans un coin, Alice était assise tranquillement, le regard fixé sur son verre intact, l'air profondément désolé. Miss Marple, se glissant discrètement dans la pièce, les observait tous. Elle remarqua la bravade excessive du colonel, le plaisir de la peur de Madame Lyle, la certitude vertueuse de Mademoiselle Prowse et le désespoir silencieux d'Alice. Des schémas se dessinaient, comme toujours, non pas à partir des paroles des gens, mais de leur comportement lorsqu'ils se croyaient invisibles. En quittant l'auberge, elle s'arrêta devant la porte où la lettre de menace avait été épinglée. Elle repensa à l'entaille du sceau, à la cire brune du cimetière, au tampon d'usage abandonné au presbytère. Chaque indice évoquait la fragilité humaine, la vanité, le secret. Et maintenant, avec cette nouvelle lettre de déni tordu, elle sent les fils se resserrer. « Il y a une autre main là-dedans, murmura-t-elle. Ou peut-être la même main, portant des gants. C'est le genre de choses qu'il faut surveiller avec la plus grande attention. » Le village était au bord de la révélation, même si la vérité restait inaccessible. Miss Marple, tricotant ses rangs silencieux, se préparait à attendre, car elle savait que la vérité surviendrait, comme toujours, dans les petites trahisons de la nature humaine, des trahisons plus indélébiles que n'importe quelle, cire à cacheter. La lettre de démenti avait semé autant de confusion que de clarté. Le dimanche venu, Sainte Mildred était divisée entre ceux qui croyaient l'auteur coupable de meurtre et ceux qui soupçonnaient maintenant un individu de seconde main d'avoir profité de la peur. Le révérend, pâle et grave, prononça un sermon sur la vérité et le repentir, exhortant ses ouailles à se garder de tout soupçon. Pourtant, ces paroles troublèrent des oreilles déjà aguerries aux rumeurs. Miss Marple, quant à elle, décida qu'il était temps de tâter le terrain. Elle savait depuis longtemps que ceux qui souhaitent dissimuler des secrets se trahissaient souvent sous la moindre pression, même la plus innocente. Une accusation directe portait rarement ses fruits, mais un mot doux, une remarque désinvolte, une observation discrète pouvaient ouvrir une brèche dans les défenses les plus solides. Sa première visite fut au colonel Harwood. Elle le trouva dans son bureau, entouré des reliques de ses sabres militaires accrochés au mur, de médailles dans une vitrine, d'un grand globe terrestre marqué de routes maritimes effacées. Il la salua avec une courtoisie brusque, bien que la tension dans son regard fût évidente. Sa main tremblait légèrement, tandis qu'il lui versait un verre de sherry. « Vous me pardonnerez mon intrusion » commença Miss Marple, son sac à tricot posé soigneusement près de sa chaise. « J'ai simplement pensé à quel point ces événements doivent être pénibles pour vous, colonel, compte tenu de vos longs états de service. Vous avez dû déjà voir ce genre de lettres, des avertissements, des menaces, ce genre de choses. En Inde, peut-être ?» Le colonel se raidit. « Absurde, Miss Marple. En Inde, on avait affaire à des rebelles, pas à des lâches qui gravèrent des menaces dans la nuit. C'est indigne de mépris. » Il vida son verre d'un trait et le ravala plus bruyamment que prévu.
Pourtant, poursuivit Miss Marple avec douceur, la peur a une terrible capacité à faire ressurgir chez les gens des souvenirs qu'ils préféreraient oublier. Les querelles passées, les vieilles dettes et même les affaires paroissiales peuvent ressembler à de graves injustices lorsqu'on les évoque après des années. Le visage du colonel s'assombrit, et pendant un instant, elle crut qu'il allait exploser de colère. Mais il se força à rire. « Le passé est le passé. Laissons-le tranquille. La mort de Carter ne me concerne pas. » Ses mots étaient trop rapides, son regard trop perçant. Miss Marple hocha doucement la tête, comme si elle acceptait son assurance, mais elle s'immobilisa mentalement. La peur le rongeait, et elle savait que la peur était une grande trahison. Son appel suivant fut adressé à mademoiselle Lydia Prose, l'institutrice. Miss Marple la trouva dans la salle de classe, corrigeant des cahiers d'un trait de plume sévère. Les murs sentaient la craie et l'encre, et l'air était lourd de l'ordre rigoureux que mademoiselle Prose imposait partout. Elle leva les yeux, les lèvres pincées, d'un air désapprobateur lorsque mademoiselle Marple entra. « Si vous êtes venue pour parler des lettres, Miss Marple, je vous assure que je ne me laisserai pas aller au commérage, » dit-elle sèchement. « Oh, vraiment, je ne vous le demanderai jamais, » répondit gentiment Miss Marple en s'installant dans un fauteuil. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer à quel point ces choses perturbent les enfants. Le pauvre petit Tommy Briggs, par exemple, il paraît qu'il ose à peine passer devant le cimetière. Mademoiselle Prowse renifla. Les garçons sont lâchés par nature. Il leur faut une main ferme. Oui, tout à fait, acquiesça Miss Marple. Bien sûr, il faut aussi tenir compte de l'exemple donné par leurs aînés. Si les adultes sont craintifs, les enfants apprennent vite à se prendre eux-mêmes. Elle leva les yeux d'un air innocent, ses aiguilles à tricoter cliquetant. Je me demande, Miss Prowse, si cela pourrait expliquer votre pâleur ces derniers temps. Peut-être avez-vous aussi des raisons d'avoir peur. L'institutrice devint rouge, sa plume maculait la page. « Je n'ai rien à craindre » s'exclama-t-elle. « Contrairement à certains dans ce village, j'ai la conscience tranquille. » Elle se retourna brusquement vers son travail, mais sa main tremblait en écrivant. Miss Marple se leva avec un doux sourire, s'excusa et retourna lentement vers la grande rue. Une autre fissure était apparue sur une autre façade. La troisième épreuve eut lieu le soir même, lorsqu'elle croisa Alice Pennington devant le bureau de poste. La jeune fille portait un autre petit paquet, les mains tremblantes, attendant que Madame Lyle la serve. Miss Marple la salua gentiment et lui dit « Ma chère, je vous envie pour votre propreté. Toujours si soignée dans vos emballages, toujours avec de la cire à cacheter, une habitude aussi soignée. J'ose dire que peu de filles de votre âge s'embarrassent de telles formalités. » Alice laissa tomber le paquet. Son visage blêmit lorsqu'elle se pencha pour le récupérer. « C'est comme ça que mon père faisait toujours. J'ai pensé qu'il était temps de continuer. »« Tout à fait, » dit doucement Miss Marple, le regard doux mais perçant. « C'est une bonne chose, j'en suis sûre. Pourtant, les gens remarquent ces petites habitudes. Ils les remarquent, et parfois ils en parlent. » Alice serrait le paquet comme une bouée de sauvetage. « Je me fiche de ce qu'ils disent, » murmura-t-elle avec force. « Ils ne comprennent pas. » Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna précipitamment, laissant Miss Marple observer sa silhouette s'éloigner. La vieille dame soupira doucement. Alice était une jeune fille troublée, mais il restait à déterminer si ses problèmes résidaient dans la culpabilité ou dans un fardeau injustement placé sur ses épaules. Pourtant, le colis, la cire, le seau, tout cela était un détail incontournable. Le lendemain, un autre rassemblement eut lieu, cette fois dans le cimetière même. L'agent Barrow, déterminé à faire preuve d'autorité, convoqua plusieurs villageois pour assister à son examen du chemin où Carter avait trouvé la mort. Il désigna des empreintes de pas, dont la moitié étaient les siennes, et parla gravement d'indices que personne d'autre ne pouvait discerner. Son zèle affiché fut accueilli avec scepticisme. Madame Lyle murmura à haute voix qu'il perdait son temps. Le colonel Harwood grommela que d'autres lettres allaient arriver tandis que l'agent jouait au détective. Mademoiselle Prowse leva le nez avec dédain, et Alice, debout à l'écart, frissonna comme transie par un vent invisible. Miss Marple, silencieuse au bord du précipice, observait non pas l'agent de police, mais les villageois. Elle voyait les poings serrés du colonel, les lèvres pincées d'eau de Miss Prowse, le regard avide de Madame Lyle, les mains tremblantes d'Alice. Elle voyait la culpabilité et la peur, l'orgueil et la malice, tout cela mis à nu sous le soleil d'été, et dans ces petits gestes, elle lisait plus que l'agent de police n'aurait jamais pu lire dans des empreintes de pas. Ce soir-là, comme elle l'attendait, une autre lettre apparut. Cette fois, elle n'était pas épinglée dans un lieu public, mais glissée sous la porte du révérend.
La cire portait le même sceau abîmé, les initiales RC gravées en rouge. Mais le message était une fois de plus différent. Confessez, ou d'autres tomberont. Le village connaît ses coupables, même s'ils se réfugient derrière la prière et la bienséance. Le révérend la lut à voix haute au dîner, les mains tremblantes. Margaret, sa femme, fondit en larmes. « Oh, James, et si elle te parlait, et si ces lettres nous étaient destinées ?» Miss Marple, invitée à dîner, posa son tricot et dit doucement. « Non, ma chère, pas pour vous. L'écrivain cherche à semer la peur, à semer la discorde entre voisins, et je le crains, il y parvient. » Elle regarda la lettre pensivement. « Mais ils ont aussi commis une erreur. Ils oublient que la peur aiguise l'œil autant qu'elle obscurcit l'esprit. Et certains d'entre nous, voyez-vous, observent de très près. » Le révérend ne comprenait pas, mais Margaret regarda Miss Marple avec une lueur d'espoir, comme si elle sentait la certitude calme sous ses paroles. Ce soir-là, en rentrant à son cottage, Miss Marple repensa à ses examens. Les fanfaronnades du colonel, les protestations de Miss Prowse, la panique d'Alice, tout cela en avait révélé plus qu'elle ne le pensait. Les secrets s'accumulent à St. Mildred, comme la poussière sur les meubles inutilisés. Et les secrets, une fois dérangés, se dissipent rarement. Une autre lettre arriverait bientôt, elle en était certaine. Et alors, les filets se resserrent encore davantage. La nature humaine ne pouvait s'empêcher de se trahir, et elle avait la patience d'attendre que la trahison mûrisse. La lettre, déposée au presbytère, avait ébranlé même les villageois les plus sceptiques. Que le révérend lui-même soit choisi comme destinataire en paraissait un mauvais présage, car quel péché un homme de Dieu pouvait-il cacher? Pourtant, ces mots. Le village connaît ses coupables tournèrent les yeux vers l'intérieur, forçant chaque homme et chaque femme à se demander si le coupable ne les accuserait pas bientôt. La peur devint non seulement collective, mais personnelle, comme un courant d'air s'insinuant sous chaque porte. La rue principale, autrefois animée par les bavardages et les échanges commerciaux, s'apaisa. Les portes se fermaient plus vite, les rideaux frémissaient plus souvent. L'épicier remarqua que moins de personnes s'attardent au commérage. La forge, désormais silencieuse après la mort de Carter, se dressait comme une accusation. Même les enfants jouaient moins librement, leur jeu étouffé comme si le rire lui-même pouvait appeler une autre lettre. L'agent Barrow tentait de maintenir le contrôle par des patrouilles nocturnes, sa lanterne flottant dans les ruelles. Pourtant, sa présence inspire plus de moquerie que de réconfort. Il trébuchant sur ses propres bottes avant d'attraper le coupable, murmura-t-il un soir à un villageois, provoquant un rire nerveux. L'assurance de Barrow, déjà fragile, commença à s'effriter. Chaque nouvelle lettre ridiculise son autorité, et il le savait. Miss Marple, cependant, restait calme. Elle vaquait à ses petites occupations, arrosait ses géraniums, tricotait à sa fenêtre, échangeait des plaisanteries dans les boutiques, tout en observant et en écoutant. Car dans les moments de peur, les gens en disent plus qu'ils ne le souhaitent. Et Miss Marple avait appris que les meilleurs indices venaient rarement de ce qui était dit, mais de la manière dont on le disait. Le colonel, par exemple, devient de plus en plus bruyant chaque jour. Sa voix résonnait à l'auberge, déclarant qu'il ne se laisserait pas intimider par les gribouilleurs. Pourtant, lorsqu'on découvrit une lettre épinglée au panneau d'affichage de l'église, les fiers tomberont les premiers. Son visage se vida et il partit sans finir sa pinte. Miss Marple remarqua le tremblement de sa main lorsqu'il paya son addition, bien que les autres soient trop préoccupés pour le remarquer. L'orgueil était son armure, mais elle se fendait. Miss Prowse, elle aussi, trahissait sa nature. Elle parlait souvent de vertu, insistant sur le fait que les lettres visaient ceux qui avaient mauvaise conscience. Pourtant, lorsqu'on lui fit remarquer qu'elle avait elle-même renvoyé un jeune professeur des années auparavant dans des circonstances douteuses, son visage se durcit. C'était de la justice, pas de la cruauté, rétorqua-t-elle, mais la véhémence avec laquelle elle se défendait prouvait le contraire à Miss Marple. Le passé avait des dents, et Miss Prowse craignait leurs morsures. Alice Pennington, quant à elle, semblait s'effondrer sous le poids d'un fardeau inexprimé. Les villageois commencèrent à murmurer qu'elle en savait plus qu'elle ne l'admet. Certains se souviennent d'avoir vu son père se disputer violemment avec Carter avant sa mort. D'autres se souviennent des colis fréquents de la jeune fille, de sa solitude. Lorsque Miss Marple la rencontra un après-midi, les yeux d'Alice étaient cernés, sa voix cassante. « Si seulement il cessait de me fixer », murmura-t-elle. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Pourtant, ses mains tremblantes la trahirent. Les rumeurs atteignirent tôt leur paroxysme lorsqu'une autre lettre apparut. Celle-ci glissait sous la porte du colonel. Ces mots étaient crus.
Tes péchés sont écrits à l'encre aussi noire que ton orgueil. Avouez, ou le village les apprendra. » Le colonel s'élança dans la rue principale, brandissant la lettre comme un étendard. « C'est de la calomnie, » rugit-il. « Un lâche cherche à me ruiner. Je ne le permettrai pas. » Mais sa fureur sonnait creux, et plus d'un villageois se souvenait des rumeurs de transactions douteuses durant sa carrière militaire. Miss Marple, tricotant tranquillement devant sa chaumière, le regardait passer d'un œil pensif. Le sceau portait la même entaille qu'elle avait déjà observée. La même main, encore et encore. Ce soir-là, l'auberge devint le théâtre d'une nouvelle confrontation. Madame Lyle, rouge de rumeur, déclara haut et fort que le colonel était la véritable cible. « C'est clair comme le jour, » insista-t-elle. « L'écrivain connaît son passé, et nous aussi. » Mademoiselle Prowse lui siffla de se taire. Le colonel frappa du poing sur la table, menaçant de poursuites judiciaires. Alice resta assise en silence dans un coin, le regard fixé sur son verre, et mademoiselle Marple, sirotant son modeste sherry, regardait les étincelles jaillir. La peur avait délié toutes les langues, et dans leur querelle, la vérité commençait à glisser. Le lendemain matin, le révérend rend visite à mademoiselle Marple. Son visage était tiré, sa voix lasse. « Miss Marple, dit-il gravement, le village est en train de se déchirer. Je crains que davantage de sang ne coule si cela continue. Le gendarme est débordé. Les habitants se méfient les uns des autres, et ces lettres ont transformé notre paroisse en prison de suspicion. » Miss Marple hocha doucement la tête. La peur est un maître cruel, révérend. Elle dresse les voisins les uns contre les autres et aveugle les hommes à la vérité. Mais elle aiguise aussi le regard de ceux qui observent attentivement. Et je pense que le temps approche où la vérité éclatera d'elle-même. Le révérend soupira, mais son calme le réconfort. Il ne posa plus de questions, sentant peut-être qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien le dire. Cet après-midi-là, Miss Marple arpentait les ruelles du village, son esprit rassemblant tranquillement les fils. La cire brune du cimetière, le sceau d'entraînement, abandonné, l'entaille du sceau, le caractère du colonel, la défensive de Miss Prowse, le désespoir d'Alice. Chacun était une pièce d'un puzzle plus vaste, un motif se formant non pas à la surface, mais dans les recoins cachés de la nature humaine. Et les motifs, elle le savait, se révèlent toujours pour peu qu'on ait la patience d'observer. Le coup de théâtre survient ce soir-là. Alors que le soleil se couchait en zébrure cramoisie, un cri retentit dans la rue principale. Les villageois se précipitèrent pour trouver madame Lyle devant le bureau de poste, les mains serrées contre une nouvelle lettre. Mais celle-ci portait non seulement le cachet de cire cramoisie, mais aussi une seconde empreinte, pâle et brune, comme si l'auteur avait utilisé 2 bâtons de cire sur le même cachet. Le message était bref. La langue qui répand le poison sera bientôt réduite au silence. Madame Lyle poussa un cri perçant, déclarant qu'il s'agissait d'une menace pour sa vie. La panique gagne la foule. Certains appelèrent le gendarme, d'autres le colonel, mais aucun ne les rassura. La découverte du sceau bicolore perturba particulièrement Miss Marple. Elle confirma ce qu'elle soupçonnait, l'écrivain avait accès à la cire rouge et à la cire brune, et sa vanité l'avait trahi. Rares étaient ceux au village qui utilisaient encore la cire à cacheter. Encore moins possédaient les 2 couleurs. Tandis que madame Lyle était raccompagnée chez elle en larmes, Miss Marple s'attarda près de la lettre. Elle effleura la fine tache brune de son doigt ganté, les yeux plissés. Elle pensa au colis d'Alice, toujours si soigneusement scellé. Elle pensa au seau de laiton sur son bureau. Et elle pensa aux propos soudains du colonel sur le chantage, à sa peur lorsque les lettres devenaient incendiaires. 2 chemins convergent. L'un d'eux, elle le savait, devait mener à la vérité. Cette nuit-là, elle était assise près de son feu, les aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Le filet se resserrait. Les lettres étaient devenues plus audacieuses, les accusations plus acerbes. Des secrets longtemps enfouis remuaient, et dans ces remous, la véritable main se révélait. Elle se murmura une autre mort, peut-être, si la vérité n'éclate pas bientôt. Et c'est, je crois, précisément ce que l'auteur cherche à faire. Nous instiller dans la peur jusqu'à ce que la peur tue à leur place. Ses yeux se posèrent Bill sur la lueur du feu qui dansait dans l'âtre. Le moment était venu d'agir. Une lettre de plus, peut-être, et le masque tombera. La nature humaine était si complaisante qu'elle ne pouvait supporter longtemps son propre déguisement. Et lorsque le masque tombera, elle sera prête. La menace contre madame Lyle se répandit à St. Mildred à la vitesse d'un feu de forêt. À l'aube, tout le village avait connaissance de la lettre avertissant que la langue qui répand le poison serait bientôt réduite au silence.
Certains villageois murmuraient que Madame Leal avait attiré le danger sur elle en se mêlant des affaires de tous. D'autres la plaignaient, convaincus qu'elle serait la prochaine victime du sceau écarlate. Mais quelle que soit leur opinion, tous ressentaient le même frisson, personne n'était à l'abri. Madame Leal elle-même oscillait entre triomphe et terreur. D'un côté, elle savourait d'être le centre de l'attention. Les visiteurs se pressaient dans son petit salon, lui témoignant leur sympathie tandis qu'elle exposait la lettre avec fracas. De l'autre, elle verrouille ses portes, tire ses rideaux et insiste pour que son neveu reste la nuit pour se protéger. Elle déclarait qu'elle ne pouvait fermer l'œil sans craindre de se réveiller et de trouver un papier cacheté sur son oreiller. Les villageois, bien que compatissants, commençaient à se lasser de ces excès théâtraux. L'agent Barrow, épuisé et harassé, promit une surveillance constante près de sa chaumière. Pourtant, même en se postant sur la grande-rue, il savait combien sa présence était insuffisante. Les lettres surgissent, comme par magie, esquivant les serrures et les regards attentifs. Ses patrouilles n'avaient attrapé personne, et sa confiance s'était émoussée. « Je vous jure, Miss Marple, murmura-t-il en la rencontrant, c'est comme si le diable en personne écrivait ces lettres. Aucune main mortelle ne pouvait être aussi rapide ni aussi rusée. » Miss Marple lui lança un regard bienveillant. « Oh, mon cher agent, ce sont toujours des mains mortes. C'est juste que la ruse humaine semble souvent plus diabolique que le diable lui-même. » Elle le laissa perplexe. Ses paroles résonnent dans son esprit tandis qu'il reprenait sa patrouille. Pendant ce temps, les tensions entre les villageois s'exacerbent. Le colonel Harwood, encore sous le choc de sa propre lettre de menace, interpella Madame Lyle à l'auberge. « Vous avez répandu plus de mensonges que n'importe quel journal, hurla-t-il. Et maintenant vous vous plaignez quand le jour des comptes sonne à votre porte. Si vous n'aviez pas râlé, rien de tout cela n'aurait atteint une telle intensité. » Madame Lyle hurla qu'il était le coupable, que les lettres le visaient directement, lui et ses péchés cachés. Mademoiselle Prowse intervint, déclarant que tous deux étaient également coupables d'orgueil, elle de malice. Les voix s'élevèrent, les visages rougirent, et l'espace d'un instant, l'auberge semblait sur le point de sombrer dans le chaos. Seule l'apparition soudaine du révérend, exhortant au calme, empêche une rupture totale. Alice Pennington assistait à la scène depuis son coin, pâle et silencieuse. Ses mains agrippent les accoudoirs de son fauteuil, les jointures blanches. Miss Marple, observant depuis une table voisine, lut l'agonie silencieuse dans les yeux de la jeune fille. Ce n'était ni l'excitation des ragots ni la colère des accusations, c'était la terreur. Une terreur qui la rongeait à petit feu. Miss Marple remit cette observation de côté. Une nouvelle piqûre de rappel dans son humeur naissante. Le lendemain matin, aucune nouvelle lettre n'est apportée, mais cette absence ne fait qu'accentuer le malaise. Les villageois s'attendaient là, presque à trouver un nouveau sceau cramoisi sur chaque porte. Comme rien n'apparut, le silence paraît menaçant, comme si l'auteur attendait simplement le bon moment. L'agent Barrow patrouillait avec plus d'acharnement, tandis que Madame Lyle refusait de quitter sa maison. Le colonel Harwood devint plus irritable, Mademoiselle Prowse plus moralisatrice, Alice plus renfermée. La peur les rongeait tous. C'est alors que Miss Marple commença son travail le plus délicat. Elle rendait de brèves visites, sans se presser, sans jamais se méfier de chacun des personnages principaux. Au cours d'un thé avec Miss Prowse, elle remarqua combien il était curieux qu'on puisse encore acheter de la cire à cacheter à la boutique du village. Je la croyais démodée depuis longtemps, songea-t-elle. Miss Prowse, troublée, déclara ne jamais rien acheter de tel de sa vie. Mais sa protestation fut trop rapide, ses joues trop roses, et Miss Marple le remarqua calmement. Chez le colonel, elle admira ses médailles et raconta comment les soldats conservaient, souvent, de vieilles habitudes du service. Écrire des lettres, sceller des ordres, tout cela persiste, dit-elle doucement. Le colonel se hérissa. « Je n'ai plus besoin de ces fioritures maintenant. J'ai mieux à faire que de faire fondre de la cire comme un commis. » Sa voix était dure, mais l'étincelle dans ses yeux trahissait son malaise. Au cottage d'Alice, elle loua la propreté de la jeune fille et lui demanda, de son ton le plus doux, si elle utilisait toujours le vieux seau en laiton de son père. Alice se figea. « Je le garde, oui, mais je ne l'utilise jamais. Je ne m'en servirai pas. » Elle se détourna trop vite, sa main effleurant un tiroir du bureau comme pour le protéger. Miss Marple ne dit rien, se contentant de sourire et de s'enquérir du jardin d'Alice. Mais dans son esprit, le détail brillait comme une lanterne dans l'obscurité. En fin d'après-midi, une nouvelle tempête gronda, non pas due au temps, mais aux humeurs. Mademoiselle Prowse accusa ouvertement le colonel d'être le véritable pécheur. Le colonel, rouge de fureur,
jura que si une autre lettre à son nom apparaissait, il quitterait le village à jamais. Madame Lyle, entendant cela, annonça haut et fort qu'elle ne survivrait pas une nuit de plus si le coupable n'était pas arrêté. Mieux vaut enfermer toute âme suspecte dans la salle paroissiale plutôt que d'attendre le prochain meurtre, s'écria-t-elle. Certains villageois acquiescèrent à voix basse. La peur les poussait à la folie. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple prépara son thé avec une solennité inhabituelle. Elle avait atteint le point où le schéma de la nature humaine était presque parfait. Le seau était à la fois cramoisi et brun. L'entaille dans le seau. Les paquets, l'humeur, les protestations étaient trop vives pour être innocentes. Chaque indice s'était tissé dans son paisible tissu de déduction. Elle voyait maintenant les contours de la vérité, même si le tableau complet ne lui était pas encore parvenu. Mais elle savait aussi que le danger était proche, plus proche que jamais. Et puis, comme pour lui donner raison, une autre lettre apparut. Celle-ci avait été glissée dans les recueils de cantiques de Sainte Mildred, découverte par un choriste qui répétait pour dimanche. Ses paroles étaient glaçantes. Une langue était empoisonnée, mais une autre se cachait derrière le silence. Le village verrait la vérité avant que la prochaine cloche ne sonne. Les villageois se rassemblèrent dans le cimetière, murmurant d'horreur. Madame Lyle s'évanouit à nouveau de façon dramatique. Mademoiselle Prowse déclara le village maudit. Le colonel Harwood rugit que l'écrivain se moquait d'eux tous. Alice, pâle comme la mort, s'éclipsa sans que personne ne s'en aperçoive. Seule Miss Marple, suivant du regard la silhouette de la jeune fille qui s'éloignait, la remarqua. Cette nuit-là, le village était agité. Les lampes brûlaient au tard, les fenêtres scintillaient, de visages inquiets. L'agent Barrow patrouillait jusqu'à en avoir mal aux jambes, mais il ne vit personne. La peur planait sur Sainte Mildred comme un linceul. Et dans sa chaumière silencieuse, Miss Marple était assise près du feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Le filet se refermait, et elle sentait presque le nœud final se resserrer. Elle murmura « C'est toujours dans les petites choses. La vanité, l'habitude, l'orgueil, ils nous trahissent quand rien d'autre ne le peut. Et bientôt, je pense, l'un de nos voisins trouvera son déguisement trop lourd à porter. Alors, tout sera révélé. » Les flammes dansèrent dans l'âtre. Des ombres vacillaient sur son visage serein. Dehors, la cloche de l'église sonnait 9 heures, sa note grave résonnant dans les ruelles silencieuses. Le village écoutait, attendant, craignant, sachant que la fin de ce jeu sinistre approchait. Le lendemain matin de la découverte de la lettre dans le recueil de cantiques, Sainte Mildred se réveilla, tendue par l'attente. Les mots du village verront la vérité avant que le prochain coup de cloche résonne dans tous les esprits. Personne ne savait à quelle cloche l'auteur faisait allusion la sonnerie matinale de l'église, celle de midi, ou le glas solennel qui marquait les vêpres. Chaque bruit de fer semblait chargé de menaces. Miss Marple, cependant, se leva avec calme et détermination. Elle fait chauffer sa bouilloire, beurra ses tartines et lit son journal du matin comme si le village n'était pas en équilibre sur le fil du rasoir. Pourtant son regard, vif et perçant, ne manquait rien. Elle savait que le moment était venu. La peur avait fait son œuvre, dépouillé les faux semblants. Maintenant, la vérité se cachait sous la surface, attendant un léger coup de pouce pour éclater. En milieu de matinée, le révérend James Whitcomb vint la voir. Il était pâle, la voix basse. « Mademoiselle Marple, je vous en prie, cela ne peut continuer. La paroisse est en ruine, les accusations fusent comme des flèches. Je crains plus la violence qu'une nouvelle lettre. » Il hésita, puis ajouta « Je crois que vous voyez plus loin que nous tous. Pourriez-vous nous aider à faire toute la lumière sur cette affaire ?» Miss Marple croisa les mains sur son tricot. « C'est toujours mieux, révèle-t-il, quand les choses sont mises au grand jour. Les secrets s'enveniment dans l'obscurité, tout comme la peur. Si nous rassemblons les personnes les plus concernées, je pense que la vérité finira par nous parvenir. » Il fut donc convenu que le soir même, le presbytère organiserait une réunion. Le révérend invitait le colonel Harwood, mademoiselle Prowse, madame Lyle, Alice Pennington et le gendarme. Miss Marple y assistait, assise tranquillement avec ses aiguilles, posant le genre de questions qui semblaient anodines, jusqu'à ce qu'elle révèle plus que prévu. La nouvelle de la réunion se répandit rapidement, comme toujours à Sainte Mildred. Le soir venu, les villageois s'attardaient devant le portail du presbytère, chuchotant, spéculant, observant l'intérieur comme des enfants attendant une pièce. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde d'une terreur contenue. Des lampes brillaient dans le crépuscule naissant, projetant de longues ombres sur le bureau où la compagnie se rassemblait. Le colonel Harwood arriva le premier, fanfaronnant,
déclarant n'avoir rien à craindre et s'indignant d'être sommé, comme un écolier, de rendre des comptes pour des méfaits. Mademoiselle Prowse entra ensuite, raide et indignée, affirmant qu'elle ne s'était jamais abaissée au secret et qu'elle ne supporterait pas les insinuations des commérages. Madame Lyle entra en trombe, serrant son châle, impatiente de jouer les victimes, mais le regard brillant d'impatience face au drame à venir. Alice Pennington arriva la dernière, pâle et les traits tirés, les mains jointes comme pour se stabiliser. L'agent Barrow se tenait maladroitement près de la porte, carnet à la main, déterminé à paraître aux commandes, même si son regard trahissait son malaise. Miss Marple était assise tranquillement dans son fauteuil habituel, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle jeta un coup d'œil à chaque visage, notant la tension dans leurs expressions, la raideur de leur posture, la façon dont ils évitant les regards. La peur s'était infiltrée dans leurs moelles. Il était temps de laisser cette peur se manifester. Le révérend a commencé par des paroles solennelles. « Mes amis, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les lettres, la mort du pauvre M. Carter, les menaces ont empoisonné notre paroisse. Nous devons y faire, face ensemble. Ce soir, je vous demande à tous de parler franchement. D'abord, le silence. Puis le colonel Harwood renifla. Franchement, très bien. Je dirais ce que les autres murmurent. Ces lettres sont l'œuvre de lâches. Quelqu'un ici cherche à salir mon nom en parlant de péchés et de chantage. J'ai servi mon pays honorablement. Si quelqu'un ose m'accuser, qu'il le fasse en face. » Madame Lyle saisit l'occasion. « Et qu'en est-il des dettes que vous avez laissées en Inde, colonel, ou de la dispute que vous avez eue avec Carter à propos de comptes ?» Sa voix s'éleva d'une voix stridente. « Vous tremblez depuis la première lettre. Peut-être les sceaux de cire vous rappellent-ils des ordres que vous avez falsifiés. » Le colonel bondit sur ses pieds, rouge de fureur. « Mensonge! Calomnie !» Sa main tremblait si violemment qu'il faillit renverser son verre. La voix calme et claire de Miss Marple tranchait sur le tumulte. « Il est curieux, n'est-ce pas, que la cire à cacheter ait un tel poids dans cette affaire. Rares sont ceux qui l'utilisent de nos jours. Et pourtant, certains d'entre nous le font encore. » Tous les regards se tournèrent vers Alice. La fille tressaillit, serrant les mains. « Je ne l'utilise que pour les papiers de mon père. C'est une habitude, rien de plus. » Mademoiselle Prowse renifla. Étrange habitude pour une jeune femme. Et pourquoi tant de colis, mademoiselle Pennington? Toujours scellés, toujours cachés. Qu'envoyez-vous hors du village? Le visage d'Alice se décomposa. C'étaient des papiers, les affaires inachevées de mon père. Je voulais seulement régler ces affaires. Sa voix se brisa. Je n'ai rien à voir avec ces lettres. Madame Lyle bondit. Et pourtant, vous avez le sceau parfait. Tout le monde le sait. L'agent Barrow tenta de rétablir l'ordre, balbutiant qu'il fallait laisser chacun parler. Mais sa voix fut noyée dans le flot croissant d'accusations. Le colonel Harwood tonne contre Madame Lyle. Mademoiselle Prowse fait la leçon à Alice. Madame Lyle accusa le colonel. Alice enfouit son visage dans ses mains. Malgré tout cela, Miss Marple continuait à tricoter, ses aiguilles stables, le regard perçant. Enfin, elle parla, d'une voix faussement douce. « J'ai remarqué un petit détail que d'autres ont peut-être négligé. Le sceau des lettres porte une petite entaille qui se répète à chaque empreinte. C'est le genre de marque qu'on ne verrait pas à moins d'y regarder de plus près. Une marque qui nous indique que le même sceau a été utilisé encore et encore. » La pièce devint silencieuse. Miss Marple posa son tricot. « Je connais au moins 2 foyers où l'on utilise encore de la cire à cacheter. L'un est celui de Miss Pennington, car elle a hérité du sceau de son père. L'autre, je le soupçonne, se trouve ailleurs, peut-être parmi des vestiges de service ou d'anciennes habitudes. Et l'un d'entre nous a eu plus de raisons que les autres de craindre d'être découvert. » Les pointes du colonel Harwood se serrèrent. Les lèvres de mademoiselle Prowse se lancent. Alice secoua la tête avec désespoir. Madame Lyle se pencha en avant, avide de révélations. Mais Miss Marple ne termine pas. Elle plia simplement son tricot et dit doucement « Nous le saurons bien assez tôt, car la peur, une fois réveillée, ne peut rester longtemps silencieuse. Et la vérité, ma chère, a tendance à se révéler au moment même où on s'y attend le moins. » Le révérend, bien que déconcerté, vit la sagesse de sa retenue. Il congédia l'assemblée par une prière appelant au calme et à la prudence. Les villageois s'éloignèrent lentement, murmurant, leurs regards méfiants les uns envers les autres. Seule Alice s'attarda, pâle et tremblante, comme si elle souhaitait en dire davantage, mais n'en était pas capable. Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Courage, ma chère. Il fait toujours plus sombre avant l'aube. Et l'aube, je crois, est toute proche. » Les yeux d'Alice se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien,
hochant simplement la tête une fois avant de s'éloigner en courant. Dehors, la foule des badauds se fondit dans l'ombre, déçue par l'absence de révélations spectaculaires. Pourtant, Miss Marple savait que la soirée avait rempli son rôle. Les fissures s'étaient élargies, les masques étaient tombés encore davantage. Encore un coup de pouce, et la vérité éclatera au grand jour. Ce soir-là, assise près du feu, son tricot plié à côté d'elle, elle murmura « C'est presque fini. La cire, le seau, les mots, tout pointe dans la même direction. Mais la vérité n'est pas dans la cire. Elle est dans le cœur de ceux qui se croyaient cachés. Et bientôt, ils ne le seront plus. » La cloche de l'église sonna 9 heures, résonnant dans tout le village. Sainte Mildred retenait son souffle, attendant le coup final. Le jeu de la cire à cacheter touchait à sa fin. Le lendemain du rassemblement au presbytère, le matin se leva dans un silence pesant. Une brume recouvrait les champs, étouffant le chant des oiseaux, comme si le village lui-même attendait la vérité qu'il redoutait depuis trop longtemps. Aucune nouvelle lettre n'était apparue, et pourtant cette absence ne faisait qu'accentuer la tension. On aurait dit que la main derrière les seaux cramoisis marquait une pause, se préparant à un dernier mouvement. Miss Marple passa les premières heures du matin dans son cottage, tricotant sans relâche, tandis que son esprit repensait aux détails une dernière fois. Le motif était désormais clair, aussi net et inéluctable que les rangées de mailles sous ses doigts. Elle avait laissé les suspects parler, se révéler dans des disputes et des éclats de voix, et dans leurs paroles, elle avait trouvé confirmation de ce que les indices lui avaient murmuré depuis le début. Il était temps maintenant de rassembler les Fields. Au milieu de la matinée, le révérend la rejoignit. Son visage était hagard, sa voix lasse. « Mademoiselle Marple, le village est au bord de la rupture. Le colonel menace de partir en disgrâce. Mademoiselle Prowse insiste sur sa démission. Madame Lyle s'est barricadée dans son cottage et la pauvre Alice semble prête à s'effondrer. Nous ne pouvons pas supporter une telle situation un autre jour. »« Non, Révèle, dit doucement Miss Marple en posant son tricot. Nous ne pouvons pas. Il est temps que la vérité soit dite. Rassemblez-les tous à nouveau et demandez-leur de venir à la salle paroissiale. Dites-leur que c'est pour le bien du village. » Dans l'après-midi, la salle paroissiale était pleine. Les principaux personnages étaient assis dans un silence tendu, le colonel Harwood, Miss Prowse, le visage rouge et provocateur, Madame Lyle, figée par l'indignation, Alice Pennington, pâle mais le regard avide, tremblante, les mains jointes, et l'agent Barrow, transpirant en s'efforçant de maintenir son autorité. D'autres villageois se pressaient au fond, chuchotant, se penchant pour voir. Tous les regards se tournèrent vers Miss Marple, sereine comme toujours, son sac à tricot au bras. Elle prend place au premier rang, aux côtés du révérend. Sa voix, lorsqu'elle commença, était douce, presque celle d'une conversation, mais elle résonnait partout. « Mes amis, nous avons tous souffert ces derniers jours de peur, de suspicion et maintenant de la mort. Le pauvre M. Carter l'a payé de sa vie. Nous ne pouvons pas le ramener à la vie, mais nous pouvons découvrir qui est le responsable. » Un murmure parcourt la salle. Le colonel Harwood murmura « Oui, enfin », tandis que Madame Lyle serrait son châle avec emphase. Alice reste figée, les yeux rivés au sol. Miss Marple continua toujours d'un ton doux. « J'ai observé et écouté, et j'ai remarqué des détails que la plupart ignorent. Une trace de cire brune sur le portail du presbytère, l'empreinte d'un sceau laissé sur le chemin du presbytère, un défaut dans le timbre lui-même, répété sur chaque lettre. Et, plus curieux encore, l'utilisation de cire cramoisie et brune fondue sur la lettre menaçant Madame Lyle. » L'agent Barrow fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce que cela signifie, Miss Marple? Aucun d'entre eux n'aurait-il pu acheter de la cire ?» Miss Marple sourit gentiment. « C'est tout à fait ça, constable. De nos jours, peu de gens s'embarrassent de cire à cacheter. Pourtant, je connais un foyer où les deux couleurs étaient régulièrement utilisées, celui d'Alice Pennington. Elle cachait ses colis et ses papiers avec soin, comme son père avant elle. Tous les regards se tournèrent vers Alice. Elle tressaillit comme frappée, murmurant « Non, non, ce n'était pas moi. » La voix de Miss Marple était tendre. « Je ne pense pas que vous ayez eu de mauvaises intentions, ma chère. Vous avez écrit les premières lettres, n'est-ce pas? Non pas pour tuer, mais pour effrayer, pour révéler au grand jour des torts cachés. Vous avez utilisé le seau de laiton de votre père, pourtant endommagé, et de la cire rouge pour faire effet. Mais lorsque Carter a été retrouvé mort, quelqu'un d'autre a profité de vos avertissements, utilisant vos lettres comme couverture pour un meurtre. » Des murmures s'élevèrent dans la salle. Le colonel se leva d'un bond. « Vous dites que cette fille a tué Carter.
Miss Marple secoua la tête. « Non, colonel. La meurtrière n'était pas Alice. Elle n'avait fait qu'écrire les lettres. La main qui avait tué Carter et qui cherchait à le piéger. Voici quelque chose le tient. » Un halètement parcourut le couloir. Mademoiselle Prowse poussa un cri. Madame Leal faillit laisser tomber son châle. Le visage du colonel devient rouge. « C'est scandaleux. Comment osez-vous m'accuser ?» Le regard de Miss Marple était fixe. « J'ose, colonel, car la vérité se cache dans les détails. Vous avez craint les lettres dès le début, car elles évoquent votre passé, vos dettes, vos querelles, l'affaire Carter. Vous avez fanfaronné, vous avez condamné, mais vous tremblez à chaque nouvelle lettre. Et lorsque la campagne insensée d'Alice vous a fourni la couverture parfaite, vous l'avez utilisée. Vous avez rencontré Carter sur le chemin de l'église, l'avez confronté à sa connaissance de vos agissements, et lorsqu'il a menacé de vous dénoncer, vous l'avez réduit au silence. Puis vous avez épinglé la lettre près de son corps pour la faire passer pour un élément de la campagne de peur. Mais vous n'avez pas pu dissimuler entièrement votre écriture. Vous avez utilisé de la cire brune de vos vieux stocks, maladroitement mélangée à la cire cramoisie, laissant derrière vous l'indice même qui vous a trahi. Le colonel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il vacillait légèrement, comme si le poids de son passé pesait enfin sur lui. L'agent Barrow s'avança d'un pas hésitant, mais le silence de la pièce le retint. La voix de Miss Marple s'adoucit. Alice était stupide, mais pas malveillante. Elle souhaitait effrayer le village et le forcer à se repentir et non causer la mort. Mais vous, colonel, vous avez transformé sa folie en tragédie. Alice fondit en larmes, le visage enfoui dans ses mains. Madame Lyle se serra la poitrine, murmurant qu'elle le savait depuis toujours. Mademoiselle Prowse reste figée, les lèvres pincées, comme choquée que sa certitude morale l'ait trahie. Les épaules du colonel s'affaissèrent. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était rauque. Il m'aurait ruiné. Carter était au courant de mes dettes, de mes indiscrétions en Inde. Il menaça de me le dire, de me déshonorer. Je ne pouvais pas. Il s'interrompit, incapable de continuer. L'agent Barrow, pâle mais résolu, s'avança enfin. « Colonel Harwood, je dois vous mettre en état d'arrestation. » Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Deux hommes, à l'arrière, s'avancèrent pour l'aider, et le colonel, soudain vieilli et brisé, se laissa emmener sans résistance. La salle s'est effondrée en murmures, exclamations et cris de stupeur. Le révérend a prié pour la miséricorde, mais sa voix tremblait. Madame Lyle a déclaré qu'elle consignera chaque détail pour la postérité. Mademoiselle Prowse a annoncé d'un ton sombre que le village devait maintenant reconstruire son tissu moral. Alice, en pleurs, s'est accrochée à la main de Mademoiselle Marple, murmurant ses remerciements à travers des larmes de soulagement. Quand enfin la salle se vida, Miss Marple resta assise, son tricot sur ses genoux. Le révérend s'assit à côté d'elle, le visage las. « Comment avez-vous vu cela, Miss Marple ? Nous étions tous aveugles. » Elle sourit faiblement. « C'est très simple, révérend. Les gens se révèlent, si l'on sait regarder. L'orgueil, la vanité, la peur, tout cela est plus fort que n'importe quel déguisement. Le colonel craignait d'être démasqué, et la peur le trahit. Alice, la pauvre enfant, aspirait à la justice, mais n'avait pas la cruauté de tuer. Quant à la cire et au sceau, ils n'étaient que les points de suture qui unissaient l'ensemble. Dehors, la cloche de Sainte Mildred sonnait l'heure, sa note grave résonnant à travers les champs. Le village, bien qu'encore secoué, retrouverait avec le temps sa routine. Les ragots reprennent, les jardins fleurissent, et la vie reprend son cours. Pourtant un malaise persistait, car ils avaient vu avec quelle rapidité l'ordre pouvait s'effondrer lorsque des secrets étaient soulevés. Miss Marple se leva et ramassa son sac à tricot. La nature humaine, révèle-elle doucement, est à la fois fragile et redoutable. On ne peut la changer. On ne peut que l'observer et, parfois, l'empêcher de faire le pire. Sur ce, elle sortit dans l'air du soir, petite mais posée, le regard pensif. Le mystère de la cire à cacheter gravée était levé, mais dans le calme de St. Mary Mead et dans les recoins tranquilles de chaque village, elle savait qu'une autre histoire de folie humaine attendait toujours de se dévoiler.